Voilà, je crois que tout le monde est là pour cette deuxième séance qui sera sur l'ingénieur humaniste. Donc, je voulais vous présenter Marie-Hélène Mansart, qui nous vient de Singapour, qui travaille et qui vit à Singapour. On peut l'applaudir. Donc, Marie-Hélène, INSA. Alors, INSA GMD, moi j'appelais ça génie mécanique développement, et toi tu as dit design industriel. Bon, ouais, c'est marqué sur ton CV. Donc, GMD 89, une jeunette, qui a aussi un master HEC en intelligence marketing. Très important, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, ouverture d'esprit, ne pas avoir une carte dans sa poche. Elle est directeure du développement commercial pour la zone Asie-Pacifique dans une société qui s'appelle Axis, en sécurité et en sûreté. Voilà. Elle est passionnée, je la connais, on travaille ensemble parce qu'on est toutes les deux au CA, entre autres, de la IEL, donc c'est une passionnée, je vous le confirme, et elle est très impliquée dans l'intelligence artificielle. Petite cerise sur le gâteau, elle sera assise plus tard à cette place sur l'intelligence artificielle. Vous la verrez 2 fois, Marie-Hélène. Yes. Et elle est multicarte, voilà. Et elle est aussi très intéressée par les technologies qui sont liées au cloud et à la cybersécurité. Son expérience, on a des points communs, gouvernance d'entreprise, conseil d'administration, affaires publiques, smart cities, surveillance aérienne et système de supervision, elle a travaillé chez Thales, et système d'information. Aujourd'hui, basée à Singapour, elle est conseillère du commerce extérieur en France et elle est surtout mentor, elle ment pas, pour les jeunes professionnels. Marie-Hélène, chaque fois que je l'ai au téléphone, elle est en train de faire plein de trucs, du sport, du mentoring, une table ronde, une réunion, une visite au Japon, très dynamique. Voilà, je vous laisse avec l'équipe sur l'ingénieur humaniste. À vous. Ah, il n'y a pas de micro, ma chérie. Attends, je vais te le donner, il est là. Il faut que tu fasses ça. Voilà. Désolée. Merci Evelyne, je suis contente que tu m'aies présentée. Comme ça m'évite de dire plein de choses bien sur moi et d'avoir l'air arrogant. Donc, merci beaucoup. Donc, je voudrais présenter les membres de la table ronde. Donc, je vais commencer par Pascale Gibert. Donc, Pascale, tu es directrice de l'Institut Gaston Berger à l'INSA de Lyon et vice-présidente déléguée de l'Institut Gaston Berger Groupe INSA. Donc j'ai découvert cette occasion que l'Institut Gaston Berger, ce n'était pas seulement l'INSA de Lyon. Donc depuis mai 2024, tu es ingénieur de l'INSA de Lyon, tu as occupé des postes de direction et d'accompagnement stratégique, notamment sur les sujets de mobilité, mais aussi de dialogue public, de gouvernance, dans différentes structures publiques et privées. C'est ça ? Merci Pascal. Donc, à côté, Patrice Aide. Patrice, aussi diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon et docteur ingénieur. Patrice, tu as travaillé pendant 13 ans dans l'électroménager chez Thomson et le sport chez Salomon comme responsable R&D. Tu as dirigé une agence de conseil en innovation pendant 20 ans et tu as créé ta propre activité de conseil en innovation. Et tu as piloté, on va y revenir, dans le cadre d'Alumni INSA Lyon, une chaire sur l'ingénieur humaniste. Et tu es très impliqué aujourd'hui dans le développement des relations entre le réseau des diplômés et l'INSA. C'est bon ? Dominique ? Donc Dominique, je peux te dire tu, parce que je dis tu aux autres, parce qu'ils sont, ils sont INSA, mais je peux te dire tu. Donc, Dominique, tu es docteur en management et psychologie de l'Université de Newcastle, fondateur de la chaire UNESCO pour une paix économique. Tu as consacré tes recherches à la transformation personnelle et managériale, au bien-être, à la méditation de pleine conscience, à la paix, à la joie et à leur relation à la performance et au vivant. Tu es également Research Fellow au Center for Technological Inquiry de Princeton, dans le New Jersey. Tu es ex-officier pilote de chasse de l'aéronautique navale et coach d'équipe olympique. Tu accompagnes des dirigeants, des managers en France et à l'étranger et tu es en passe de créer le futur institut Pax Economica pour une culture de paix économique. Tout à fait.
Et on va y revenir. C'est bon ? Ok. Très bon. Julien ? Donc Julien, tu es ingénieur diplômé de l'INSA Lyon et docteur de l'École des mines de Paris. Tu as une expérience de 25 ans dans des postes en R&D, dans les semi-conducteurs, la sécurité, le packaging. Dans tes rôles de direction de l'ingénierie à l'international, tu as pu ouvrir ton regard sur toute la chaîne de valeur. Tu as été exposé à l'envers du décor, c'est-à-dire ce que l'on ne voit pas dans un laboratoire propre et sécurisé en Europe. Après un MBA en développement durable, tu as décidé de fonder l'entreprise Orbisfy à Genève pour accompagner tes clients dans leur démarche de durabilité et d'innovation responsable. C'est bon ? Merci. Donc merci à vous tous de participer à cette table ronde. Donc nous allons essayer de comprendre dans cette table ronde quel est le rôle de l'ingénieur, je dirais au-delà des aspects technologiques et en allant plus sur le terrain personnel. En particulier, comment l'ingénieur peut-il prendre en compte les dimensions sociales, éthiques, dans les projets, dans les activités qu'il imagine, qu'il conçoit, qu'il pilote, qu'il développe ou qu'il exploite. Donc nous partons pour une conversation de 45 minutes. Vous avez la possibilité de poser des questions via l'application. Je pense que je vous montrerai le QR code un petit peu plus tard. Et donc vous pouvez poser des questions, voir les questions posées par les autres personnes et voter pour elles. Donc ma première question va s'adresser à Pascal. Comment et pourquoi l'INSA a veillé à développer la fibre humaniste de l'ingénieur? Merci pour cette passionnante question. Bonjour à tous. En fait, il fait chaud, donc je vous propose de plonger dans une piscine. C'est la piscine historique. On est au lendemain de la guerre, ou au surlendemain, suivant l'échelle de temps qu'on prend. Tout le monde a vu les dégâts que faisaient la science et les technologies pendant cette dure période. Et en même temps, on assiste à un boom des techniques et des technologies, à une accélération du temps. Et Gaston Berger, qui est le cofondateur de l'INSA, qui est un philosophe, un chef d'entreprise, un haut fonctionnaire, il voit tout ça et il se dit il faut faire une école qui permette d'aller à l'encontre de ces biais. Il faut former des ingénieurs qui soient ce qu'il appelait des philosophes en action, c'est-à-dire des gens qui se préoccupent non pas seulement de la question de la science et de la technique, mais qui en parallèle acquièrent des savoirs différents, des savoir-être, qui soient sur la posture, qui comprennent les implications des actions, des missions qu'ils conduisent, des produits qu'ils développent, qu'ils aient une ouverture sur le monde, à la fois une ouverture culturelle internationale, mais aussi sur d'autres disciplines, et on en a parlé tout à l'heure, l'interdisciplinarité est particulièrement importante pour Gaston Berger. Des citoyens qui soient capables d'intervenir dans le débat public, donc qui soient aussi des pédagogues et des transmetteurs, et puis qu'ils aient une posture prospective et éthique pour pouvoir justement aller à l'encontre ou prendre en compte cette accélération du temps, cette accélération de la technologie. Donc, ce que disait Gaston Berger, c'est que nous, ingénieurs, on était là pour construire l'homme et la société dans le respect de notre environnement. Alors ça, c'était pourquoi. Et l'autre, c'était comment. Alors comment ? En fait, l'INSA de Lyon, qui est le premier INSA, a été créé en 1957. Et en 1957, on avait déjà, pour remplir ce cahier des charges, on avait déjà des formations en sciences humaines et sociales, diverses et variées. Le modèle intégrait aussi la question de l'ouverture à la mixité et à la diversité sociale. C'était quand même un des aspects très importants de l'INSA de Lyon. Il y a eu tout un travail qui fait que parfois, peut-être, les ingénieurs insaliens sont encore un peu irrévérencieux sur l'esprit critique, toujours pouvoir se réinterroger sur ce qu'on fait, remettre en question. Et l'esprit critique, c'est pas forcément s'opposer, au contraire, on peut avoir de la critique très positive. Et puis il y avait aussi cette volonté de travailler sur le collectif,
et on y reviendra plus tard. Et ça, c'était dans la richesse de la vie associative, c'était aussi dans la pratique du sport, et c'était aussi dans le fait de faire une école qui soit sur un campus. Et ça, on s'en rend pas toujours compte, mais c'était important pour Gaston Berger, parce que le modèle de l'ingénieur qu'il souhaitait, ce fameux philosophe en action, il le voyait, donc il l'a construit dès l'origine, et il le voyait à la fois au travers des cours, mais aussi sur tout ce qui allait être l'environnement de ces cours. C'est-à-dire qu'il y avait des cours scientifiques, il y avait des cours d'autres disciplines, mais il y a quelque chose en plus, dont on parlera après. Et ce petit quelque chose en plus, il se travaillait aussi dans ce qu'il y a tout autour. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécifique par rapport à d'autres écoles d'ingénieurs dans cette démarche-là? Et ce serait quoi le profil type de l'ingénieur humaniste version INSA? Alors, j'ai envie de dire, ça va être un peu provocateur, mais aujourd'hui, en fait, par rapport aux autres écoles d'ingénieurs, si on regarde sur le papier de façon quantitative, j'ai envie de dire qu'on n'a rien de spécifique. C'est-à-dire tout le monde a gagné. En fait, la commission des titres d'ingénieurs nous impose à toutes les écoles d'avoir 20% de la formation en sciences humaines et sociales. Et c'est aussi un peu ce qu'on a. Donc sur le papier, tout le monde a gagné. En revanche, quand on va voir, et on l'a entendu sur la première table ronde, quand on va discuter avec des recruteurs, avec des entreprises, ils nous disent qu'il y a quand même une spécificité de nos profils. Et donc, ce petit truc en plus, on l'a. Et peut-être qu'on n'en a pas toujours conscience, que nos étudiants n'en ont pas conscience durant leurs études, et que nous-mêmes, ingénieurs sortis de l'INSA depuis bien longtemps, on le découvre parfois, et parfois, on n'en a pas complètement conscience. Alors, comment ça se traduit ? Ça se traduit bien sûr par une excellence, une exigence technique et scientifique, mais ça se traduit aussi par ce que je disais, cette forte capacité de travailler en équipe, ce plaisir de travailler en équipe avec des gens qui ne sont pas forcément comme nous, mais qu'on apprend à découvrir. Un certain sens de la solidarité et du bien commun. Une forte capacité d'adaptabilité, on en a parlé aussi, mais c'est quelque chose qui revient souvent. C'est-à-dire que les ingénieurs INSA sont des gens adaptables, sont des gens agiles, et qui apprécient ça. Et puis cette question de la curiosité, de l'ouverture sur le monde aussi, qui revient très souvent. Et ça, ce sont effectivement des éléments qui sont différents de ce qui remonte des autres écoles. D'accord. Merci pour cet éclairage. Donc, je voudrais poser une question cette fois à Patrice. Comment est-ce qu'on construit l'éthique et la responsabilité de l'ingénieur dans le cadre de cette formation, justement? Comment ça se construit? Alors, c'est une très bonne question, hein, mais très difficile quand même la réponse. Ce qu'on peut dire, c'est que l'éthique et la responsabilité, c'est quand même sont les piliers un peu de notre vie sociale et professionnelle. C'est ce qui nous permet en fait d'appartenir à des communautés qui partagent des mêmes valeurs. Donc c'est extrêmement important à la fois pour l'individu, mais aussi pour l'ingénieur, bien sûr, une fois qu'il est parti dans ces différentes activités qui peuvent être, on l'a vu dans la table ronde précédente, extrêmement variées. Mais ça se construit un peu comme une maison. Et si l'INSA a été créé en 1957, moi en 1957 j'avais 6 ans, et je commençais déjà à construire cette éthique et cette responsabilité. C'est ce sens de l'éthique et de la responsabilité, parce que voilà, je vais à l'école, dans une école catho, et puis petit à petit je fais du scoutisme, je fais du sport, je fais de l'escrime à haut niveau, etc. Et tout ça, ça construit un individu, ça commence à construire de manière solide l'éthique, la responsabilité, le respect des autres, etc. Et donc du coup, c'est pas seulement quand on est ingénieur qu'on construit son éthique et sa responsabilité. Ça vient de bien avant, et ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Donc cette éthique, elle repose à la fois sur la formation, sur l'expérience qu'on peut avoir à travers les différentes activités qu'on peut avoir, qui permet d'intégrer ces valeurs. Hein. Je pense que ça, c'est propre à tout le monde. Mais aussi, progressivement, petit à petit, d'intégrer tout cela de manière très profonde et donc complètement irréversible à l'intérieur de son mode de fonctionnement. Donc ça, c'est l'individu.
Après, la responsabilité, c'est aussi, je pense que ça tout le monde sera d'accord, c'est être conscient des conséquences de ce qu'on décide, de ce qu'on fait, et assumer les conséquences de tout cela. Je pense que c'est ça la vraie responsabilité. On l'a un peu vu d'ailleurs à la table ronde précédente. Maintenant, comment on passe du stade finalement de premier étage de la fusée au sommet de la fusée qui finalement nous fait de nous des ingénieurs. Est-ce que l'INSA apporte vraiment un supplément par rapport à l'éducation de base qu'on a pu recevoir? Probablement, à travers ce qu'on vient d'évoquer tout de suite au niveau des enseignements des humanités, mais aussi à travers les nombreuses associations qu'il y a à l'INSA, le sport, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et qui construisent notre manière d'être en collectif. Ça, je crois que c'est une réalité, mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment ce qui fait la différence. Je pense que petit à petit, comme on vient de l'évoquer, c'est la succession des générations qui fait que petit à petit, inconsciemment, on transmet quelque chose au suivant, l'esprit de famille, des choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes au niveau de l'INSA. Mais au niveau de l'ingénieur, probablement qu'il faudrait arriver à faire en sorte que dans la formation d'ingénieur, à chaque fois qu'on est dans un projet, on soit à même d'être capable de mesurer les conséquences, les impacts de tout ce que l'on décide, de tout ce que l'on prévoit de faire. Et ça, c'est pas sûr que ça soit encore complètement accompli à l'INSA, parce que c'est une transformation qui est en cours, et c'est très important. D'avoir aussi, probablement, moi je l'ai vécu dans ma vie professionnelle en tant que responsable R&D, la capacité de dire non à un certain nombre de points, ça aussi c'est quelque chose qui peut s'apprendre, refuser, avoir le courage, comme ça a été dit dans la table ronde précédente, de ne pas être d'accord et de proposer autre chose. Moi, dans l'électroménager, par exemple, pour citer cette partie-là de ma carrière, on faisait des machines à laver et des sèche-linges à Lyon, quartier de Gerland, une usine qui aujourd'hui est en état de ruine. On passait notre temps en R&D à réduire les coûts d'usage. C'est louable parce que ça veut dire qu'on réduit la consommation électrique, consommation d'eau, consommation de lessive. Donc du coup, ça va dans le sens du développement durable. Mais en même temps, on réduit aussi les coûts des produits. Et donc du coup, on réduit, là encore, on réduit les épaisseurs de tôle. C'est bien, ça consomme moins de tôle. Mais à la sortie, on arrive au bout de la démarche. On n'est plus capable de réduire le coût des produits. Et alors qu'on aurait peut-être pu chercher à innover, à créer de la valeur pour pouvoir conserver des emplois. Cette entreprise n'existe plus, c'était 1200 emplois, et aujourd'hui, elle a été complètement délocalisée, etc. Et voilà, donc du coup, ça fait un peu un choc quand on est un jeune ingénieur et qu'on travaille dans une entreprise comme celle-là, parce qu'effectivement, on se retrouve à courir après des coûts et en se disant, sans forcément voir la conséquence ultime que ça va avoir. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené à partir de cette entreprise pour aller chez Salomon. Salomon, c'est différent. Parce que Salomon, à l'époque où j'y suis allé, c'est une entreprise familiale. Elle en retrouve ce qu'on a dit aussi à la table ronde précédente. Entreprise familiale égale plus grande liberté. Capacité à proposer, capacité à être écouté, à prendre des risques. Un peu comme un fonctionnement de PME, quoi. C'est de l'intrapreneuriat. Et c'est là où on peut effectivement libérer sa créativité pour proposer des solutions. Et là encore, l'éthique revient à grands pas. Parce qu'effectivement, il faut être capable de proposer des solutions qui soient en phase avec ses valeurs et avec les valeurs actuellement environnementales, sociétales, etc., qui sont extrêmement importantes. Voilà. Je pourrais finir un peu mon discours en disant que dans certains pays, les ingénieurs prêtent serment, notamment je crois au Canada, ils prêtent serment, ils ont un code de déontologie, un peu comme les médecins l'ont chez nous. Et peut-être que ça pourrait être une voie pour concrétiser, faire en sorte qu'on ancre très solidement justement ces notions d'éthique dans la formation d'ingénieurs. Et alors, par rapport aux résultats des travaux de la chaire que tu as supervisé, est-ce qu'on peut justement dégager des principes un peu directeurs qui peuvent guider l'ingénieur pour devenir un ingénieur humaniste ? Alors, rappelons un peu cette chaire donc elle s'est déroulée
sur l'année 2021-2022. L'objectif était d'essayer de voir à travers l'expérience concrète des alumni, limitée à INSA Lyon, hein, dans ce cas-là, sur justement leur vécu quotidien d'ingénieur, avec ces différentes facettes, pour essayer de voir si on pouvait, on va dire, revisiter la notion d'ingénieur humaniste. D'ailleurs, au passage, je suis ravi d'entendre que maintenant, on parle plus d'ingénieur philosophe en action, ce qui me semble beaucoup plus juste, et qui est une des retombées d'ailleurs de la chaire, c'est qu'ingénieur humaniste, finalement, ça renvoie au siècle des Lumières, c'est très centré sur l'humain, alors qu'aujourd'hui, on sait que l'humain, ce n'est pas le seul élément important à prendre en compte. Et donc, la notion d'ingénieur philosophe en action est peut-être plus pertinente par rapport au monde d'aujourd'hui, qui est en changement permanent. Oui, donc, pour revenir à cette chaire, on a mobilisé quand même 300 alumni qu'on a interrogés à travers des interviews d'une heure à peu près, hein, et on les a interrogés sur plusieurs sujets, sur leur motivation. Donc sur les motivations, c'est finalement l'envie de s'impliquer. Je crois que ça, c'est aussi très caractéristique de l'ingénieur INSA. Sur leurs attentes, c'est faire bouger les choses, c'est-à-dire faire bouger l'école en particulier. Hein. Et on les a interrogés surtout sur les défis qu'ils rencontraient dans leur carrière. Alors, au nombre de ces défis, on retrouve bien sûr ce qui touche à l'éthique, c'est-à-dire l'équilibre entre les valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. Mais on retrouve aussi tout ce qui est l'humain, hein, la matière humaine, comment la comprendre, comment faire en sorte qu'elle travaille en synergie, comment faire en sorte et comment comprendre un peu à la fois les bons côtés et les mauvais côtés de l'humain, parce que tout le monde n'est pas, tout n'est pas rose toujours avec l'humain. La notion de leadership aussi, c'est-à-dire d'être capable, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, de proposer, d'être capable d'être leader et de proposer des solutions, même si quelque part elles seront refusées, mais d'avoir le courage de le faire. Je crois que c'est extrêmement important. Et puis aussi les problèmes de désaccord avec les directions qui parfois conduisent à quitter l'entreprise. Voilà les choses qu'on a revues sur les défis qu'ils ont pu rencontrer. Hein. Le défi de la RSE, responsabilité sociétale, bien sûr aussi. Après, on leur a posé les questions sur leur vision de l'ingénieur, sur la formation, sur ce qui pouvait manquer éventuellement à la formation INSA. Ce qui ressort beaucoup en premier, c'est la notion de management des ressources. Quand on dit ressources, c'est ressources, tout type de ressources, hein, humaines, financières, technologiques, etc. Les technologies au sens large, hein, pas seulement la technologie au sens dur, mais technologie de process, de produits, de procédés, technologie organisationnelle. Ça, c'est quelque chose qui est très peu abordé dans les écoles d'ingénieurs, mais finalement, c'est aussi de la technologie, comment on organise finalement une entreprise, un projet, etc. C'est des choses qui sont importantes. Et ça, c'est quelque chose qui leur a paru manquer. Alors, sur un échantillon, bien sûr, de 300 alumni, l'éco-conception, donc la capacité à concevoir des systèmes qui soient, on va dire, respectueux de l'environnement, mais aussi la notion de diversification des parcours et de transversalité, c'est-à-dire, pour beaucoup, l'école est perçue comme étant une succession de départements, et il y a un souhait que ça se décloisonne et que ça fonctionne plus en transversal, avec possibilité de faire des parcours. Ça, c'est des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre, on le sait, l'INSA en est conscient, je crois, mais c'est quelque chose qui manque. Et puis il y a l'aspect entrepreneuriat qui maintenant existe à l'INSA, mais qui pendant longtemps n'a pas existé. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut développer. Et enfin, le fait que des professionnels interviennent dans la formation, je crois que ça aussi c'est un changement qui est en cours, difficile à mettre en œuvre, mais c'est important que le retour d'expérience des professionnels vienne vers les jeunes étudiants. Donc tout ça, ça nous a quand même conduit à réfléchir à l'ingénierie et à dégager un certain nombre de principes. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive et sûrement il y a encore à en discuter, mais si on parle d'ingénierie, je pense qu'on a relevé à peu près une dizaine de principes qui nous paraissent importants.
Le premier, c'est la prise en compte de toutes les parties prenantes. Quand on est dans un projet d'ingénierie, quand on dit toutes les parties prenantes, c'est bien sûr les habituels, les clients, les actionnaires, le personnel, etc. Mais aussi, bien sûr, la société, l'environnement. Bon, une vision extrêmement large des parties prenantes et surtout de faire en sorte de les impliquer dans le projet d'ingénierie. Ça, c'est important. Et notamment sur le deuxième point qui est questionner les besoins. Là aussi, c'est une chose importante. Est-ce qu'on fait un projet d'ingénierie pour répondre à des vrais besoins? Développer l'attitude prospective, c'est-à-dire être capable d'avoir une vision pas seulement à 6 mois, mais aussi de se dire ce que je fais, comment ça va transformer sur le long terme l'entreprise, la société. Enfin bon, c'est aussi extrêmement important cette attitude prospective. On l'a évoqué avec Gaston Berger, mais c'est une spécificité de l'INSA et je crois que c'est très important. Développer aussi la notion d'innovation, parce que face aux questions, aux problèmes qu'on nous pose, il faut être capable de proposer des solutions nouvelles, pas seulement d'apporter des solutions existantes, mais d'être capable de changer, de trouver des solutions nouvelles qui soient plus performantes sur le plan notamment économique et écologique. Développer l'approche système, parce que plus ça va, tout est interconnecté, hein, et donc cette notion de système, c'est quelque chose d'extrêmement important. Développer aussi, on vient un peu de l'évoquer par rapport au département, la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité. L'ingénieur a un peu un rôle de médiateur dans les différents métiers qu'il exerce, et c'est important, ce point est très important. Utiliser des technologies au service de l'homme. La communication, la pédagogie, donc être capable de convaincre. Ça, c'est un rôle important aussi. On a évoqué un peu dans la table ronde précédente, mais être capable de faire parler, de porter sa voix et de convaincre les différents interlocuteurs qu'un projet a du sens et qu'il faudrait faire plutôt cette solution-là que telle autre. Et puis prendre en compte les diversités, les différentes diversités géographiques, culturelles et sociales. Et puis enfin, sobriété dans les solutions, parce que finalement, les ressources sont comptées, elles sont limitées, et on a intérêt à trouver des solutions qui soient les plus sobres possibles. Voilà l'ensemble des principes qu'on a pu dégager. Si vous êtes intéressé à regarder dans le détail, on a mis tout ça par écrit dans le livret 2, qui est un livret de synthèse de la chaire, qui parle de tous ces sujets-là. Normalement, vous avez dû le recevoir, mais il y en a encore disponible à l'association. Merci Patrice. Donc, par rapport à ce que tu dis sur le décloisonnement, sur ce qu'on pourrait voir comme une hyper-spécialisation ou un manque de capacité à appréhender plusieurs disciplines qui pourraient être techniques, bien sûr, économiques, sociétales, biologiques, philosophiques, éthiques, anthropologiques. Julien, Dominique, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces risques à rester, je dirais, cloisonnés par rapport à comment on peut appréhender les choses de manière plus large? Je vais tenter ma chance moi aussi avec le temps. La première chose, si vous voulez bien, je vois que sur l'écran c'est marqué Dominique Steller, Grenoble École de Management, juste for the record. Je ne suis plus Grenoble École de Management depuis un mois. C'est plus pas pour vous, mais au cas où Grenoble s'en rende compte et qu'il me cause des soucis. Pour répondre à cette question-là, je vais remonter un tout petit peu. Vous avez entendu dans mon parcours qu'il est assez particulier. Le point, ou la ligne directrice de mon parcours, c'est ce que j'appelle depuis longtemps maintenant entre puissance et fragilité. Qui je suis en tant qu'être humain, avec de la force, avec des capacités, et avec des vulnérabilités. En fait, les vulnérabilités, d'habitude, je les mets à gauche parce que c'est sinistre, et sinistre en italien, c'est de ce côté-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous là, dans la salle, ce qui nous rassemble, c'est pas nos puissances, c'est pas nos compétences. Si on se met à les comparer, on va trouver des choses similaires et puis des choses très séparées. Ce qui nous rassemble, c'est notre côté sensible et fragile. On a tous les mêmes fragilités. Ça va m'amener à un moment donné dans mes études à un point fondamental qui va faire le pont avec la question de qu'est-ce que c'est qu'un futur ingénieur ou un futur manager ou un futur leader. C'est quelqu'un qui va accepter l'idée que sa puissance est fille de sa fragilité. Je vais le redire, parce que ça peut perturber.
sa puissance est fille de sa fragilité. Je vais faire un pont direct pour vous donner une clé de lecture si ça crée des soucis. C'est pas grave, j'ai envie de créer plus de soucis que de vous donner des réponses. Le pilote de chasse que j'étais savait très bien que s'il devait partir au combat, il avait intérêt à maîtriser ses domaines de vol, dit autrement les fragilités de son avion, ses points sensibles, et il avait intérêt à maîtriser ses propres fragilités. Où est-ce qu'il était vulnérable, où est-ce qu'il était fragile, où est-ce qu'il était efficace ou pas efficace. Et ma puissance de pilote de chasse, elle ne provient pas des compétences et des capacités, elle provient de ma capacité à être un bon gestionnaire de mes zones fragiles. Et dans cette question de l'ingénieur, pour moi, cet élément-là, il est important. Il me semble que la force d'un ingénieur, c'est tout ce qui a été dit, y compris dans la première table ronde, un côté très pragmatique, un côté très esprit critique, un côté capable de mesurer, capable de donner des grilles de lecture, et qu'une des limites, c'est à un moment donné de croire que le monde, il se passe à l'extérieur, dans les mesures, alors que le monde, il se passe dans nos liens. Et la question de la paix économique, son objet central, ça a été ça, ça a été de dire il faut qu'on bouge le paradigme économique ou politique ou économico-politique actuel, qui dit une chose fondamentale, c'est on ne vaut que parce que nous sommes performants. Et la paix économique, elle dit nous valons parce que nous sommes des êtres humains ensemble. Hannah Arendt dit nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des êtres ensemble. Guattari dit nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des êtres en groupe. Et Descola dit nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des êtres qui collaborent. Ça, c'est un élément fondamental et il me semble que ce que j'entends à travers les mots de ce que vous dites de l'INSA, c'est ça qui est centré. Du coup, la question derrière, c'est comment on fait pour que ça passe au-delà du paradigme économique. Et puis là, je vais gratter un tout petit peu. Si j'écoute des choses qui ont été dites dans la présentation initiale, et toutes mes excuses, parce que c'est pas mon intention, elle n'est pas de venir attaquer, elle est de venir gratter, on entend bien que dans notre paradigme, on vaut parce qu'on est premier. On vaut parce qu'on gagne. On vaut parce qu'on est devant les autres. Le point de départ de cette question de la paix économique, c'est quoi ? C'est de dire, mais en fait, nous n'avons pas d'autre choix que de faire allégeance au collectif et au vivant. Je recommence, nous n'avons pas d'autre choix que de faire allégeance au collectif et au vivant, pas par dogmatisme, pas par idéologie, parce que c'est ça la vie. Parce que si je ne regarde pas les liens, j'ai pas de chemise, j'ai pas de micro, j'ai pas à manger. S'il n'y a pas d'arbre, j'ai pas d'oxygène. S'il n'y a pas d'abeille, j'ai pas de fruits. Notre vie, elle est éminemment en relation. Donc comment on fait pour, dans nos métiers respectifs, prendre ça comme grille de lecture ? Ce qui doit compter, c'est ce qui va être utile. Et utile à quoi ? Utile à faire vivre les liens. Ce qui fait que dans la question de la paix économique, les premiers propos liminaires qu'on avait mis au début avec les dirigeants qui nous ont soutenus, ça a été de dire on va changer, on va décaler un tout petit peu qu'est-ce que le but d'une entreprise. Je ne sais pas ce que répondraient vos étudiants. Dans une école de management, quand vous dites c'est quoi le but d'une entreprise, la réponse immédiate c'est faire du cash. C'est pas très dur de trouver d'autres gens qui disent la même chose. Le principe de notre paradigme, il est guidé par un mot qui apparaît très vite, c'est rentabilité. Et rentabilité dans tous les domaines de la vie. Il faut que mon entreprise soit rentable, il faut que mes vacances soient rentables, il faut que mes amours soient rentables, il faut que je prépare ma mort, enfin tout doit être classifié. Comment est-ce que je fais pour remettre de la vie à cet endroit-là ? Dit autrement, comment est-ce qu'on fait pour qu'une entreprise reprenne le but suivant, qui est de dire le but de l'entreprise, c'est s'inscrire dans la cité, renforcer le tissu social et contribuer au bien commun par les biens, les services et les richesses financières qu'elle est capable de créer. Et là, on a une modalité qui redonne une place, en fait, un espace à toute cette dimension vivante que partageait Patrice tout à l'heure. Sur la question du paradigme, parce que c'est un mot qui est utilisé dans tous les sens, hier j'ai entendu quelqu'un à la télé l'utiliser, j'avais juste envie de lui dire non, c'est pas un changement de paradigme dont tu parles, tu viens juste de dire qu'il y a eu une modification dans ton sujet. Pour vous redonner des clés de lecture sur le paradigme, je vais démarrer par un exemple. Si je vous dis qui veut la paix prépare la guerre. Ça, c'est une résultante de notre paradigme. C'est quoi un paradigme si je le prends dans son point de départ ? C'est ce qu'un groupe humain crée pour pouvoir vivre ensemble plus facilement. Un système de représentation, si je reprends les choses dans l'ordre maintenant, une vision ontologique, c'est quoi le monde, c'est quoi être humain, c'est quoi être ensemble. Une épistémologie, quelle connaissance et comment connaît-on nos connaissances ? Une éthique, qu'est-ce qui vaut la peine d'être défendu ? Et après cette éthique, des modes d'action. Ça, c'est un paradigme. Notre paradigme à nous,
économico-politique, il a plutôt bien fonctionné. Un paradigme, il a une vie. Hein. On est dans une rupture paradigmatique à un moment donné, il monte en puissance. Le nôtre, au niveau économique, il a permis tout ce qu'il a permis dans les 100 dernières années. Et puis tout à coup, il a une descente comme n'importe quelle aile d'avion que je mets en contrainte pour voir quand est-ce que la contrainte va avoir son effet. On est en train de tomber dans la contrainte. Et si vous le regardez, ce paradigme, ce qu'il nous dit, c'est ce que nous, on a appelé les hyper. Et je vais vous dire donc une autre façon de définir ce qu'est la paix économique qui peut servir à ces étudiants, c'est si vraiment toutes les crises qu'on traverse depuis quelques décennies, je ne vais pas toutes vous les rappeler, mais économiques, financières, politiques, environnementales, climatiques et les guerres, en 2008, quand on va démarrer cette recherche sur la paix économique, c'est de dire attention, notre modèle économique nous conduit à la guerre, la vraie. Et je parlais aussi, pas seulement comme docteur de Newcastle, mais comme militaire. Si on ne bouge pas ce modèle économique, ou plutôt, pardon, j'en étais sur les hyper, si ces crises sont dues à hyperfinanciarisation, hyperexploitation, hyperglobalisation, hypercompétition, alors on aura toujours la même cause, mêmes effets. Ce qui fait qu'en 2008, la première question qu'on s'est posée, ça a été de dire, mais nous, professeurs dans une école de management, d'ingénieurs, de Sciences Po, de bio, de ce que vous voulez, si on continue d'enseigner avec en arrière-plan le même DOS, le même système qui est inscrit, c'est-à-dire le paradigme qui lui dit « je ne vaux que parce que je suis au plus haut dans la hiérarchie et parce que je possède plus que les autres », mais dit autrement, je n'ai plus de lien. Ma maman qui a 85 ans m'a dit il y a quelques semaines « je suis triste, je suis seul, je ne vois plus personne ». Si je ne vaux que parce que je suis tout en haut, je romps les liens. Et si je romps les liens, je romps tout le schéma qui fait que la vie tient. Donc si les crises sont liées à ces hyper, ce qu'on s'est dit nous, c'est qu'il faut absolument qu'on reforme différemment les futurs leaders, sinon on aura toujours la même cause, mêmes effets. Et je vous encourage à partir de là à garder en tête tous les 8 mai que vous pourriez avoir. Par exemple, le 8 mai, non mais il rêve complètement, la paix, il n'y arrivera jamais. Regardez cette phrase-là. La paix, c'est totalement utopiste, ce qui nous dit il n'y arrivera jamais. Cette phrase, elle est construite sur notre paradigme. Je vais le dire encore une fois autrement, le paradigme. Ce paradigme, il nous dit, nous observons, dans sa partie ontologique, notre façon d'observer le monde, c'est de voir le monde comme un objet d'exploitation. C'est ça, notre paradigme. Et il est devenu générique. Il était d'abord qu'économique, il est devenu complètement générique. Le monde objet d'exploitation, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? C'est les ressources humaines, donc nous sommes bien une ressource. C'est un étudiant à qui on dit depuis tout petit, dis-moi ce que tu vas devenir, parce que moi, par an, j'ai investi sur ton avenir, donc il faut que je sache ce que tu vas devenir. Entre parenthèses, au lieu de lui poser la question, à quoi veux-tu contribuer? Ce qui n'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre exemple à cet endroit-là qui serait utile? Quand je suis à Princeton, donc en 2015-2016 dans ce labo de recherche, on me demande d'écrire un papier sur la sémantique des agences spatiales. C'est un programme pour la NASA. Je vais vous faire une histoire courte. Sémantique de l'agence spatiale américaine, nous sommes pionniers, nous sommes les premiers, nous sommes totalement innovants dans l'espace pour continuer à exploiter les ressources. Sémantique de l'agence spatiale japonaise, nous allons dans l'espace pour une seule raison, améliorer la vie sur Terre. Est-ce que vous voyez la différence d'approche ontologique de c'est quoi la vie? On va dire que la question de la guerre économique, elle est là. Continuer de croire que ces choses sont des objets qui sont à ma disposition, entre parenthèses, et certainement pas par critique négative, mais plutôt par regard critique, vous voyez bien que puisque nous sommes les êtres qui ont été créés à l'image de Dieu, tout ça est à notre disposition. Par rapport à un regard d'une culture shintoïste, centrée sur la nature, qui elle dit, mais en fait je ne suis qu'une petite cellule de cette nature, comment je fais pour contribuer avec elle à ce que les choses se passent bien? Donc là, il y a tout un ensemble d'éléments qu'il nous faut aller chercher, et il me semble que dans les écoles ou dans les universités, je m'étais amusé à dire ça dans l'école où j'étais, ça a fait crisser beaucoup de dents, donc je vais essayer ici. Le problème, c'est pas les core competencies. Ça, tous les cerveaux bien faits, ils vont les acquérir assez vite. Et d'ailleurs, quand ils vont rentrer dans leur première entreprise, on va leur dire, attends, pour l'instant, tu sais encore pas grand-chose, maintenant, tu vas apprendre. Donc les questions des écoles, c'est pas les core competencies, les questions, c'est les compétences cœur. Qu'est-ce qui fait que je suis un humain? Qu'est-ce qui fait que je suis en lien? Qu'est-ce qui fait que je vais développer avec l'autre quelque chose? Qu'est-ce qui fait que le sens que je trouverai dans ma vie n'est pas un sens individuel où on me bassine depuis des années en me disant « trouve donc le sens que tu as à faire les choses », mais où tout doucement je vais comprendre que j'ai du sens dans mon travail parce que le lundi matin, je suis content d'aller travailler avec Patrice et parce que je sais qu'avec Patrice,
on va construire quelque chose de plus grand que nous, utile à la société. Et plus grand que nous, c'est le gobelet en carton, là. Lui tout seul, il ne sait pas faire, moi tout seul, je ne sais pas faire. Par contre, ensemble, on va faire le carton. Dominique, je voudrais entendre Julien sur ces sujets de spécialisation, vision, prise en compte des liens. Alors d'abord, merci Dominique, c'était très, très riche. Je vais peut-être repartir des fondamentaux en fait de ces écoles d'ingénieurs. On a aujourd'hui une école d'ingénieurs INSA qui est très disciplinaire, avec un certain nombre de départements. On vient tous d'un. Moi, j'ai fait IF. Et en fait, à travers ma carrière, moi, j'ai aussi fait d'abord l'école des mines. Et puis, j'ai embauché probablement plus de 200 ingénieurs dans à peu près 30 pays différents du monde. Et il y a un peu une signature de l'ingénieur INSA, et c'est important de se rendre compte que c'est à la fois positif. Je pense que le fait que l'ingénieur INSA, il est prêt assez rapidement à se mettre au boulot, il est très spécialisé, il connaît bien son métier. Ça, c'est une grande force. Mais c'est aussi, quelque part, une certaine faiblesse, notamment en ce qui concerne la compréhension du système dans son ensemble. D'abord, le système technologique. Et puis, si on se rapproche un peu de ce qui a été dit avant, aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où on fait un projet où mes targets, c'est ma qualité, mon coût, mon délai. Aujourd'hui, on doit prendre en compte les inégalités sociales, on doit prendre en compte le travail des enfants, on doit prendre en compte tout un tas de limites planétaires qui sont de plus en plus compliquées, et même un certain nombre de règles économiques qui, à mon avis aussi, sont parfois discutables. Tout ça, pour moi, c'est ce qui fait qu'un ingénieur, il est capable de faire les bons compromis au bon moment. Et finalement, ces compromis-là, dans l'éducation qu'on reçoit dans une école d'ingénieur, on n'est pas particulièrement bien préparé à les faire. Donc, à titre d'exemple, parce que j'ai aussi vu pas mal de choses dans d'autres écoles, un modèle de projet que Patrice a mentionné, un modèle de projet interdisciplinaire, ça manque grandement à l'éducation à l'INSA. On ne peut pas ne penser que à son sous-système. Pourquoi ? Parce que la majorité du temps, sur un système complexe, les problèmes viennent des interfaces. Dans la plupart des cas, c'est là qu'on a des emmerdes. Donc tout ça, c'est des changements à prendre en compte. Pour moi et mon expérience personnelle, c'est que j'ai été depuis tout petit un amoureux de la nature. J'ai toujours été dans les bois, j'ai toujours passé du temps. Mais j'ai démontré à travers ma carrière que j'étais probablement le mauvais prototype de l'ingénieur humaniste ou du philosophe en action, parce que je n'avais mis en œuvre que mes compétences d'ingénieur. J'ai ignoré pendant des années les aspects environnementaux, les aspects sociaux, parce que c'était le problème des autres. Pour vous donner un exemple, on a visité hier les laboratoires de recherche ici à l'INSA. Et puis moi, dans ma carrière, j'ai commencé vraiment en innovation très avancée, donc dans des labos très poussés. C'est extraordinaire, c'est génial, c'est motivant. Mais c'est pas ça le vrai monde. Un des réveils pour moi dans ma carrière, c'est le jour où je passe plusieurs mois avec mes équipes à travailler sur un problème de solvants toxiques, alors des gants trempés chimiques, etc., pour une usine qu'on avait en Allemagne avec des réglementations européennes. Et puis, un peu par hasard, je vais me retrouver dans le même type d'usine pour le même fabricant en Chine, avec zéro ventilation, 45 degrés de température, le solvant à fond les boulons, et ce solvant, il est dangereux pour les opératrices. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est la compréhension des enjeux. Et pourtant, ce n'était pas forcément une entreprise qui faisait des choses mauvaises, c'est simplement parce que l'espace réglementaire n'était pas le même dans les deux pays. Voilà. Donc pour moi, tout ça, cette ouverture d'esprit, cette capacité de regarder de loin à quoi sert mon métier, c'est ça qui fera la différence dans des ingénieurs de demain et pas de faire simplement de la technologie. Pascal, tu veux dire quelque chose sur la formation des ingénieurs, sur les non-core competence, sur les soft skills ou la capacité à créer du lien ou des choses comme ça ? Oui, alors en fait, en vous écoutant, et j'y avais quand même un petit peu réfléchi avant, quand on discute avec les DRH ou encore une fois avec les recruteurs et les entreprises, on entend exactement ça. C'est-à-dire que suivant les domaines dans lesquels on est, nos savoirs, cœur de métier, j'allais dire, ils sont valables 3, 6, 9, 12 mois, 18 mois au maximum. Donc pourquoi les entreprises, elles nous recrutent et elles recrutent nos étudiants ? Qu'est-ce qu'elles attendent de nous ? C'est justement ces compléments
qui sont les socles de ce qu'on va pouvoir apporter à l'entreprise et de ce qu'on va pouvoir apporter à la société. Et je crois que peut-être qu'aujourd'hui, on est en train d'y travailler à l'INSA pour rendre ça plus explicite, mais on ne met pas assez en avant le sens de ce travail qu'on fait à l'INSA. Moi, j'ai plusieurs fois entendu des étudiants, je ne sais pas s'ils sont toujours dans la salle, mais j'en ai déjà entendu, qui sortent de cours qu'on appelle en humanité, qui ont réfléchi sur un sujet qui n'est pas un sujet scientifique, qui sortent et qui disent « Moi, je ne comprends pas pourquoi on m'apprend ça, en fait. Je ne comprends pas pourquoi on m'explique l'esprit critique. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je dois parler des tribus Kogi ? Pourquoi est-ce que je dois parler de la démocratie participative ? Moi, je suis venue là pour faire des maths et de la physique, en fait. » Et je crois que c'est là qu'on a un vrai rôle à jouer au niveau de l'école, de rendre explicite le sens de ce qu'on fait et de rendre explicite le fait que c'est au travers de ces éléments que vont se construire nos étudiants. Alors j'avais noté par rapport à tout ça, je vois le temps qui passe, mais finalement, ok, les sciences et les technologies, c'est au cœur du modèle, c'est au cœur de nos métiers. Mais en fait, quand on parle d'apprentissage annexe, ils ne le sont absolument pas. Aujourd'hui, c'est encore très... Je change, je ne sais pas si c'est un paradigme, mais quoi, mais en fait, aujourd'hui, ils deviennent presque annexes. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce qu'il faut qu'on apporte à nos étudiants, c'est au moins la base pour apprendre à apprendre. Ça, c'est la base. Et on doit tous savoir faire ça, apprendre à apprendre. Ensuite... on avait interrogé les entreprises mécènes sur un peu la question qui a été posée à la première table ronde, mais qu'est-ce qu'il vous faudrait comme profil d'ingénieur pour pouvoir vous accompagner dans les transitions ? Et je crois que c'était une personne de Biomérieux que j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il nous disait, mais avoir des gens iconoclastes, avoir des gens inventifs, avoir des gens courageux, avoir des gens qui soient persévérants parce qu'il y a des résistances. Et avoir des gens entrepreneurs, avoir des gens qui, oui, alors on peut le redire, éthique, prospective, etc. Mais je crois qu'il y a aussi ça. Et ça, c'est vraiment au cœur de la demande des entreprises. Et aujourd'hui, on n'est peut-être pas suffisamment explicite pour le faire comprendre à nos étudiants. Merci. Alors, bon, on a pris pas mal de retard. Donc, il y a un point sur lequel j'aimerais vous entendre, parce que je pense que c'est important d'outiller les ingénieurs et les futurs et les élèves ingénieurs sur comment on agit dans l'entreprise quand on nous demande de faire quelque chose qui est contraire à nos valeurs et contraire à notre éthique. On a eu l'expérience avec Julien, l'exemple avec Julien sur cette histoire de solvant, etc. Comment on fait ? Comment on le gère d'un point de vue individuel ? Je ne sais pas, Patrice, tu veux démarrer ? Comment on le gère ? Je pense de toute façon, l'important c'est déjà de se poser des questions et d'identifier ce genre de dilemme, parce qu'en fait, des dilemmes comme cela, on en rencontre assez fréquemment. Il y a, à mon avis, deux manières de s'en sortir. La première, c'est très humain d'ailleurs. La première, c'est la fuite. C'est-à-dire on s'en bat et puis on passe à autre chose. Et la deuxième, c'est de se battre, c'est-à-dire d'essayer de trouver des solutions et d'avoir le courage de proposer des choses nouvelles et d'essayer de faire bouger les choses. C'est pour ça que les savoir-faire qu'il faut développer, c'est bon, la technologie, on est tous bons en technologie quand on sort d'une école d'ingénieur. Par contre, on n'est pas tous au même niveau sur la partie savoir convaincre, savoir faire passer un certain nombre de messages. Je pense que c'est là où il faut effectivement trouver des voies de solution. Mais pour moi, il n'y en a que deux. Julien, sur ce sujet ? Alors, je peux déjà partager mon exemple. C'est que finalement, moi, un jour, je suis exécutif, CTO dans un grand groupe américain, avec un salaire probablement exorbitant et pas vraiment nécessaire. Et je claque tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au fur et à mesure, en fait, on se retrouve dans une dissonance cognitive qui augmente. Et au bout d'un moment, soit vous faites plouf et vous vous effondrez, soit finalement, il n'y a pas le choix. On prend une décision, elle est compliquée, on se retrouve au chômage, on ne sait pas trop où on va, mais on retrouve du sens.
On retrouve de la vie, on retrouve de l'énergie. Alors après, évidemment, il faut être entouré, il faut savoir mesurer tout ça. Donc c'est une approche. Mais cela dit, influencer de l'intérieur, c'est absolument indispensable. Influencer de l'extérieur, c'est absolument indispensable. Travailler dans les grands groupes, c'est nécessaire. Travailler dans les petites structures, c'est nécessaire. En fait, on en a besoin à peu près partout. Pour moi, la seule chose qu'il faut vraiment accepter, c'est d'arrêter de faire l'autruche. Combien de personnes je rencontre qui me disent être engagées, qui me disent être sensibles, inquiets, et quand ils passent la porte du bureau, tout change. On se remet dans le mode business as usual, on va faire de la profitabilité, etc. etc. Et c'est ça qu'on doit changer. Fondamentalement, mes valeurs personnelles, je dois être capable de les amener au bureau. Des fois c'est compliqué, des fois c'est tendu, des fois c'est facile. Mais si je continue à ignorer ces enjeux sociétaux à partir du moment où je passe la porte du bureau parce que c'est confortable et c'est plus facile, eh bien aujourd'hui c'est ça qui nous emmène à l'échec en termes de société. Et donc pour moi c'est vraiment ça, c'est arrêtons de faire l'autruche. Oui, je veux bien aussi sur ce point-là. Ma première réponse c'est il n'y a pas de bonne réponse sur qu'est-ce qu'on fait face à cette situation, puisque le point central c'est qu'est-ce que ça vient de bousculer chez moi, cette situation conflictuelle. Et qui je suis et comment je fonctionne avec ça. Tout à l'heure, je me rends compte que je n'avais pas terminé une phrase, mais c'est pas grave, j'ai voulu dire trop de choses. Tout à l'heure, quand je vous disais la paix n'est pas quelque chose qui est à atteindre, ça c'est notre paradigme de croire qu'il y a un objet. En fait, la paix, c'est reconnaître que le monde est chaos tout le temps, et il n'y a rien de négatif derrière chaos, qu'on vit dans un monde qui est en oscillation perpétuelle. Et la paix, c'est en fait un processus dynamique qui nécessite chez moi une compétence majeure, c'est ma capacité de confrontation. Si je ne développe pas ma capacité de confrontation, je ne peux pas espérer mettre en place un système qui va se pacifier, en tout cas qui aura des temps pacifiés. Et dans l'entreprise, ça veut dire quoi? Pour donner un exemple très concret de quelque chose qui peut s'enseigner pour le coup, si vous vous souvenez que dans la présentation, on a dit que j'étais un spécialiste de la pleine conscience, j'ai un petit bout de côté, parce que pleine conscience est devenu très vite dans notre monde à nous, un outil qui permettait d'améliorer le bien-être ou de réduire le stress, donc de réduire les coûts, d'améliorer la performance. En fait, pas du tout. Pleine conscience, son seul objet, c'est est-ce que je peux aiguiser mon regard de façon la plus fine possible pour me rendre compte que je viens de me faire bousculer intérieurement et qu'il y a là un endroit où il va falloir que je dise non. Et que si je dis non, je vais donc devoir accepter que je vais prendre un risque, et que pour accepter que je vais prendre un risque, il va me falloir de l'effort, de la persévérance, du courage, donc tout un ensemble de valeurs et de compétences particulières. Comment j'apprends à dire non? Parce que si je ne peux pas dire non, si je ne me sens pas suffisamment sécure, et pour moi c'est le premier rôle d'un manager, créer un lieu suffisamment sécure pour que mes collaborateurs puissent me dire non, si je ne peux pas dire non, va naître de la tension. Je vais monter en pression, puisque je ne vais pas pouvoir exprimer ce que je ressens. Il va y avoir une deuxième dimension à cette question du non. Si je ne peux pas dire non, je ne vais pas pouvoir négocier. Négocier le comment on pourrait faire différemment. Je ne suis pas d'accord avec toi, il faut qu'on fasse. Si je ne peux pas négocier, cette tension va devenir une frustration. Pire, il y a un dernier endroit au non, c'est comment l'entreprise peut faire pour se dire que si elle maintient sa position, elle permettra d'accompagner cette personne qui ne veut plus à sortir. Parce que si je ne peux pas dire non, si je ne peux pas négocier, et si tout est fait pour que je ne puisse pas sortir, alors je vais exploser. Dans les années 2008-2009, dans les colloques internationaux de psychologie de travail où je vais, l'information, c'est de dire attention, après 2020, suicide, dépression, burn-out vont être les éléments majeurs des problématiques d'entreprise. On est à cet endroit-là, et si je le résume donc sur la question, pourquoi ? Parce qu'on n'arrive toujours pas à créer des environnements dans lesquels les gens peuvent me dire non, je ne suis pas d'accord. Alors, on a un petit peu dépassé le temps, mais si chacun d'entre vous peut peut-être conclure, je dirais, en moins d'une minute chacun, sur des choses que vous n'avez pas dites aujourd'hui et que vous avez envie de dire avant qu'on passe aux questions. Donc, je vais regarder les questions pendant ce temps-là. Qui veut démarrer sur sa conclusion ? En moins d'une minute, il y a quelque chose que j'aurais pu évoquer, mais qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. On a fait une petite enquête avec un groupe régional piloté par Jean Breton et Victor Loriot, auprès de 300 alumni. Donc on a eu 300 réponses. Je ne vais pas donner dans le détail tout ce qui a été trouvé, je vais donner simplement quelques points qui me paraissent importants. Notamment ce qu'on a vu dans cette enquête, c'est qu'il y a une forte corrélation entre le fait que l'entreprise
est déjà ouverte à un changement de paradigme, justement, dans ses modalités de fonctionnement et dans sa façon de travailler sur le marché, et l'implication des ingénieurs dans l'entreprise. C'est-à-dire, si l'entreprise est déjà porteuse d'un certain nombre de valeurs, il se trouve que ça amplifie un peu le rôle de l'ingénieur dans l'entreprise. Donc ça, c'est un point qui ressort de l'enquête. Donc on a à peu près, dans l'enquête, 85% des ingénieurs qui sont dans cette situation-là. Donc c'est un côté un petit peu optimiste, quelque part, on pourrait dire. En même temps, c'est peut-être eux qui ont choisi d'aller dans ces entreprises-là. Donc du coup, voilà. Ces ingénieurs-là, on pourrait les qualifier de catalyseurs. C'est-à-dire qu'ils sont quelque part là, ils amplifient un peu le phénomène de changement. Par contre, dans ceux qui seraient les résistants, qu'on appelle les héros, ceux qui sont dans des entreprises qui ne sont pas forcément très ouvertes et qui bougent quand même, c'est seulement 13,8% des ingénieurs. Donc voilà, ça c'est deux résultats qui me paraissent à moi importants. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas tous les citer parce que je vais dépasser mon temps. Moi, ça va être très rapide. Je vais me faire la pitié de Gaston Berger et je vous invite à aller le lire parce qu'il avait fait des choses très intéressantes et qui sont encore beaucoup d'actualité. Et je vais juste faire une citation qui me semble résumer un peu ce qu'on s'est dit. Gaston Berger, il disait « Voir loin, voir large, analyser en profondeur, prendre des risques et penser à l'homme ». Et je crois que pour moi, c'est une assez bonne synthèse de ce qu'on cherche à faire ici à l'INSA. Merci. Peut-être pour moi, l'ingénierie, chaque jour, c'est une contradiction. Chaque jour, c'est une contradiction entre des innovations absolument géniales qui ont permis de faire avancer l'humanité, la santé, l'alimentation, etc. Mais l'innovation, c'est aussi tous ces gadgets qui servent à rien, c'est aussi ces drones qui tuent des gens, c'est aussi tout un tas de technologies qui aujourd'hui nous rendent dépendants, finalement, et nous éloignent du vivant. Et pour moi, il faut remettre la technologie, l'ingénierie, l'innovation au service du vivant. Il faut arrêter ce cercle vicieux dans lequel on est aujourd'hui, avec honnêtement, si on regarde bien, beaucoup d'entreprises qui fonctionnent dans le mauvais modèle ou sur le mauvais paradigme, et il faut accepter qu'on doit remettre en cause un certain nombre de choses. Bien évidemment, c'est bien de faire du recyclage, mais le problème, c'est l'usage unique, c'est pas le recyclage. Bien évidemment, la voiture électrique, c'est intéressant, mais le problème, c'est le véhicule individuel. Donc il faut qu'on arrive à se reposer des bonnes questions et utiliser les forces vives de l'ingénierie pour le vivant. Merci, ça va me permettre de rebondir parce que c'est une suite de ça. Il me semble vraiment que si on veut être en contact du vivant, une des compétences ou un des développements majeurs qu'il y a à faire avec les étudiants, c'est tout le travail qui peut être fait pour les ramener à la question du sensible. Puisque pour avoir envie de travailler au vivant, il faut faire ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut que je sois capable de me rendre compte que j'aime être dans la nature, que j'ai quelque chose qui bouge en moi quand je vois une fleur. Regardez, j'ai une anecdote qui me traverse l'esprit. Un jour, un neuroscientifique me questionnait là-dessus. Et la réponse que je lui ai donnée sur cette question du sensible, c'était de lui dire, prends un enfant qui a 6 mois, 1 an, et montre-lui une fleur ou un petit lapin. Et tu vas voir comme il s'émerveille. Montre-lui un billet de 100 €. Tu verras comme il ne bougera pas. Prends un gamin qui a 15 ans. Montre-lui une fleur ou un petit lapin. Tu vas voir comme il ne bouge plus. Montre-lui un billet de 100 €. Tu vas voir comme il s'éveille. Ça, c'est le problème de notre paradigme. Tout à coup, on a perdu le lien au sensible. Et quand on perd le lien au sensible, on risque au mieux de développer de la technique et de la technologie, mais d'oublier qu'on la développe pour notre cœur. C'est ça la seule raison. Et puis, une dernière chose avec laquelle je voudrais vous laisser partir, qui gratte un peu, c'est ma conviction sur cette question de la paix économique, c'est qu'il n'y a rien à réussir. Absolument rien à y réussir. Il y a à être clair sur ce que je veux atteindre. Je vais prendre aussi une anecdote. Si je veux me poser sur un porte-avions, la première chose qu'on vous dit, c'est ça, c'est ton but. Et il faut que ce soit clair, parce que c'est petit, ça bouge, et ça ne va pas être simple de s'y mettre. Mais, si tu veux l'atteindre, il va absolument falloir l'oublier. Point numéro 1. Point numéro 2, il va falloir poser les bons objectifs. Quels sont les indicateurs dans ton avion et sur le bateau qui vont te dire que tu es sur le bon tracé pour avoir une chance d'atteindre? Vous avez tout un ensemble d'indicateurs, KPI dans les entreprises. Mais, vous dit l'ingénieur de pont d'envol, attention, si tu te mets à tenter de piloter avec les instruments d'indicateurs,
tu vas ne faire qu'amplifier tes erreurs. Dit dans une entreprise, si on se met à piloter aux indicateurs, c'est mort. On va se cracher dans l'eau avant le porte-avions. Et là, il va arriver à la chose majeure, c'est la seule chose qu'on peut faire les uns les autres, à laquelle il faut nous éduquer, c'est bien faire ce qu'on sait faire. Et maintenant, la flèche peut remonter. Si je fais bien ce que je sais faire, alors mes indicateurs dans l'avion vont passer au vert, et alors je vais me faire surprendre par l'appontage. Et là, il y aura une vraie performance, c'est-à-dire quelque chose qui sera la conclusion d'un acte bien fait, et pas quelque chose que je vise parce qu'on m'a dit de le viser. Et pour moi, ça, c'est le lien avec ce que vous venez de dire, c'est comment je fais des choses utiles. Parce que si mes valeurs sont dans ce schéma, et si je fais bien ce que je sais faire avec mes valeurs, alors sortira une performance qui va être utile à la société. Alors, dans les questions, on a une question que je trouve intéressante sur l'ingénieur INSA. Et est-il conscient de son lien avec le vivant et l'environnement ? Ça, c'est un sujet intéressant parce que notre table ronde, c'est sur l'ingénieur humaniste. Donc, on est parti sur quelque chose de très centré sur l'humain. Et on est arrivé sur les relations avec le vivant, avec l'environnement, avec créer du lien, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet de l'ingénieur INSA et sa conscience de son lien avec le vivant ? Je pense que ça doit dépendre pas mal des générations quand même, parce que probablement que les anciennes générations, le vivant, c'était pas trop le sujet. Moi, en 75, quand je suis sorti, on commençait à parler un petit peu d'environnement. Hein. Il y avait quand même quelques personnes un peu en pointe là-dessus. Mais par rapport à aujourd'hui, l'INSA, aujourd'hui, c'est quand même très central, les notions d'environnement et de société. Je pense qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui sort de l'INSA, s'il ne savait pas ça... Je t'en prie. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que donc, peut-être vous en avez connaissance, il y a un travail qui a été fait il y a quelques temps avec le Shift Project, avec l'INSA et le Shift Project, justement pour aborder cette question, enfin, entre autres ces questions avec le vivant. Les écoles INSA en ont tiré des dispositifs de formation, des programmes de formation particuliers. Donc aujourd'hui, notamment à l'INSA de Lyon, les élèves, ils ont des formations. Ils ont notamment un programme qui s'appelle Être, donc transition, je ne sais plus quoi, hein, et qui justement leur apporte des enseignements avec, sur toutes ces questions de vivant et de transition. Et puis l'année dernière, en particulier grâce à la Fondation Lyon, on a conduit une grande assemblée avec 100 membres qui ont travaillé. Alors il y avait des étudiants, il y avait des entreprises, il y avait des profs, il y avait des enseignants-chercheurs pour justement travailler sur ce que ça voulait dire et comment est-ce que l'INSA et dans nos formations, on pouvait aider à mieux prendre en compte ce vivant et à l'intégrer dans toutes les activités de l'établissement. Donc nous, on en est là. Aujourd'hui, effectivement, j'ai envie de dire, il y a vraiment une conscience qui se renforce au niveau des ingénieurs qui sortent de l'école. Peut-être deux partages d'expérience. Moi, à l'époque, je suis président du club de ski de fond de l'INSA de Lyon. Et on passait beaucoup de temps en nature, on passait beaucoup de choses comme ça. Et ces genres d'initiatives-là, le fait que les étudiants ont du temps, ils font du sport, ils font de la culture, etc., je pense que c'est un vrai vivier. En revanche, pour moi, on a tous un peu un problème, les ingénieurs, c'est qu'on voit le vivant d'une façon un peu spéciale. Et pour moi, en fait, apprendre le vivant, c'est passer du temps avec la Ligue de protection des oiseaux, c'est passer du temps à plonger dans le lac Léman, c'est passer du temps avec un monde que je ne connais pas. C'est apprendre, c'est découvrir, c'est s'émerveiller, parce qu'il y a une fleur et que j'ai jamais vu son nom de nulle part. Et en fait, ça, je pense honnêtement, dans l'éducation à l'INSA, on le fait pas assez. J'ai aussi du coup pouvoir rebondir encore une fois, merci beaucoup. C'est vraiment la question de comment je me remets en lien, qui était mon point de départ sur la question de la paix économique. C'est le lien et la question primordiale, pas par choix, mais parce qu'il est de fait. Et il y a une chose intéressante qui revient à ça. Enfin, je vais d'abord prendre l'exemple parce que pourquoi l'INSA ne ferait pas à un moment donné, j'entends que vous focalisez beaucoup sur le sport, et entendez dans notre paradigme comment notre vision de la vie, c'est moi, les autres, le monde. C'est intéressant parce que quand on questionne le monde extrême-oriental, on trouve chez des étudiants qui ont été questionnés dans une étude, le monde, les autres, moi.
pourtant on est bien sur la même planète, mais le point d'entrée est différent. J'ai pas dit il est meilleur, j'ai dit il est différent. Il a un intérêt quand je rentre par le monde, c'est que du coup la dimension pluridisciplinaire, elle est présente de fait, puisque le monde c'est plein de choses différentes. Donc j'ai une chance de pouvoir encore une fois m'émerveiller. Et je pense vraiment qu'il y a capacité avec les étudiants d'inverser donc les choses et de les renvoyer sur comment je contribue au monde, comment je contribue aux autres et comment je contribue à moi après, puisque moi je ne suis qu'un petit bout de tout ça. Et puis deux anecdotes courtes. Il y a 1 an, j'ai fait une conférence devant la Confédération des entreprises de la francophonie. Et j'ai démarré cette conférence sur cette phrase: un monde plus chaud sera un monde plus violent. C'est important, certes, de s'intéresser à l'environnement, parce qu'il y a une forme d'urgence. Je peux vous assurer, vu de ma chaise, que l'urgence, elle n'est pas qu'on va disparaître par la 6e extinction de masse, c'est qu'on va disparaître par les conflits et les guerres qui vont nous détruire. Donc la question humaine dans cette question environnementale, je ne suis pas en train de dire qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre. Je dis l'environnement est fondamental, mais un monde plus chaud sera un monde plus violent. Vous savez que dans ces entreprises de la francophonie, il y avait devant moi plein d'Africains qui ont levé la main, qui ont dit attendez, c'est pas sera plus violent, c'est est plus violent. Dans nos pays, c'est déjà le cas. On a déjà des guerres liées à la chaleur, on a déjà des déplacements de population liés à la chaleur, etc. Donc dans l'enseignement de nos étudiants, c'est OK, il faut travailler sur l'environnement, OK, il faut travailler sur le climat, sur l'impact carbone, etc. Sans oublier que là derrière, il va me falloir une compétence majeure, qui est celle de la paix, ma capacité à faire face à la confrontation avec un défi de dingue. Là, c'est le militaire qui vous parle. C'est beaucoup plus facile de faire face à la violence avec violence, mais la paix, c'est faire face à la violence sans violence. Ben là, je vous lance un challenge. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'on n'a pas le temps de prendre une autre question, non ? Non ? Non, je ne crois pas. Ok. Merci. Merci à tous.